Mesdames, Messieurs, comme on a dit au début de notre édition, aujourd'hui nous allons aborder le sujet le plus important dans le monde entier, c'est le Covid-19. Comment affronter une deuxième vague de Covid-19? Comment l'État égyptien s'est-il préparé afin d'affronter ce danger et quels sont les résultats de notre lutte contre le Covid-19 à travers les derniers mois et comment l'État égyptien a su relever ce défi. Afin de mieux parler de ce sujet, j'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui Dr Meghed Abdallah Skandar, chef du département de cardiologie. Bienvenue à notre programme. Merci, madame. Tout d'abord, avant de parler d'une deuxième vague de Covid-19, je voudrais retourner un peu en arrière et parler des efforts de l'État égyptien afin d'anéantir et vraiment d'affronter avec efficacité la première vague du Covid-19 et comment les soins ont été attribués au peuple égyptien. Merci. Si vous me permettez, avant d'aborder le sujet, oui, j'aimerais témoigner de ma reconnaissance à notre cher président Abdel Fattah el-Sisi pour l'intérêt qu'il porte au secteur santé. oui. Dès les tout débuts de la pandémie, il a mis à la disposition des responsables plus d'1 milliard de livres égyptiennes pour combattre la maladie et pour soigner les malades. Son intérêt s'est bien sûr propagé aux autres autorités, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre de la Santé et tout le corps médical. Oui. Je profite aussi pour rendre hommage tout particulièrement à mes collègues médecins et à tout le corps médical, infirmiers, infirmières, pour le dévouement et les efforts surhumains qu'ils ont fournis et qu'ils continuent de fournir pour combattre cette vilaine maladie et soigner les malades atteints, souvent au prix de leur vie. Nous comptons plus d'une centaine de martyrs atteints du Covid, du corps médical. Bon, si on parle des efforts de l'État égyptien dès le début de la pandémie, surtout bien sûr en ce qui concerne le côté santé, la prévention et également les soins. Oui. Bon, tout d'abord, un très grand effort a été fait pour déceler les malades et leurs contacts. Au tout début, chaque malade, on tournait autour de lui pour voir tous les contacts et essayer de les confiner tous et de prendre des soins aussi bien pour le malade que pour les contacts, pour éviter la propagation. Les malades étaient confinés au tout début dans les hôpitaux de maladies infectieuses et les maladies pulmonaires, les hôpitaux de maladies pulmonaires. Oui. Le nombre de malades a augmenté, la pandémie s'est propagée malgré tous les efforts et les hôpitaux généraux ont été mobilisés pour aider les hôpitaux spéciaux. Oui. Entre autres, l'hôpital où je travaille, l'hôpital de Mataria, qui est un grand hôpital. Au début, il a travaillé en partie pour le Covid et en partie, il continuait son travail d'hôpital général dans le secteur gouvernemental, bien sûr, mais général, c'est-à-dire donnant des soins en gynécologie, en chirurgie, en médecine interne, en cardiologie, en ophtalmologie, tout. Donc, une partie travaillait générale et une partie travaillait pour les soins du Covid. Oui. La maladie a augmenté encore, elle a été transformée entièrement pour le traitement du Covid. D'autres hôpitaux ont été mis dans la même voie. Oui. Toujours pour le traitement du Covid. Du Covid, oui. Les normes de l'OMS ont changé continuellement suivant les résultats qu'ils voyaient et suivant le nombre de malades et suivant en étudiant la maladie, parce que c'était une maladie tout à fait nouvelle. Oui. Nous ne savions pas
comment elle se propageait, comment la traiter. Nous n'avons pas de médicaments pour cette maladie. Donc, les soins donnés et les moyens de prévention changeaient continuellement. Donc, il y a eu, on a divisé les malades en groupes, c'est-à-dire maladies simples, maladies modérées, maladies fortes, maladies très, très dangereuses. Le plus dangereux, on le mettait aux soins intensifs. Les moins importants avaient un traitement à domicile. Oui, donc, pour ce confinement à domicile, je voudrais retourner sur les procédures à employer afin de bien faire ce confinement à domicile. C'est que tous les médicaments ont été offerts gratuitement à domicile aux malades qui étaient testés positifs et qui étaient éligibles, si vous voulez, d'un confinement à domicile. Et, ça se faisait chez nous, moi, je peux l'assurer. Parlez-nous de cette expérience, comment elle a été réalisée sur le terrain. Bon, le malade arrivait à l'hôpital et il était diagnostiqué. Une fois diagnostiqué, et ce n'était pas un grand malade, c'est-à-dire bien une fièvre légère, presque pas de symptômes, ou bien une toux légère, mais avec un test positif de Covid, ou bien avec un TAC du thorax, des poumons, montrant qu'il est atteint du Covid. Donc, ces malades-là, qui étaient, disons, moyens ou bien légers, prenaient les médicaments à domicile, offerts gratuitement de l'hôpital, et ils suivaient leur traitement à la maison. Il y avait des numéros de téléphone jusqu'à présent, d'urgence, pour n'importe quel problème qui pouvait surgir. Le président Abdel Fattah el-Sisi suivait de près toutes ces mesures déployées sur le terrain afin de bien protéger les Égyptiens et également bien traiter cette maladie et pour ne pas vraiment avoir une propagation qui augmente d'un jour à l'autre. C'était fait à travers également d'autres mesures à côté du l'État par le gouvernement. Il y avait par exemple une limite d'heures de sortir, de services également fournis et tout. Est-ce que vous croyez qu'à travers toute cette gamme de mesures et également à travers bien sûr les efforts de tout le corps médical, on a pu vraiment anéantir les dangers du Covid-19 au cours des mois Bien sûr, bien sûr. C'est une maladie qui se contracte facilement. En comparaison avec les autres pays, que ce soit dans la région ou autour du monde entier, comment l'Égypte, on peut évaluer sa performance? Excellente. Vraiment excellente. On a eu jusqu'aujourd'hui presque 100 000 cas, 105 000, avec un taux de guérison de plus de 93%. Donc, le nombre total de décès est arrivé à 6 000, je crois, 6 000, 7 000 maximum. Donc, à comparer avec les pays d'Europe et les États-Unis, bon, nous sommes... Et en rapport avec également le taux de population égyptienne, c'est un nombre minime quand même. Très minime. 100 000 pour 100 millions. Donc, je dirais, c'est presque rien. Ce sont les cas décelés en tous les cas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des cas qui ne sont pas décelés et qui passent inaperçus. Et également, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives afin d'être prêt
à affronter une deuxième vague de Covid-19, s'il y aura une deuxième vague, d'être vigilant, que ce soit pour le secteur médical ou pour l'État entier. Également aujourd'hui, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a parlé de ce sujet au cours de la réunion ministérielle en disant qu'on doit être vigilant et on doit suivre les précautions nécessaires afin de ne pas arriver à un stade où on doit avoir vraiment un couvre-feu ou des mesures draconiennes afin d'affronter ce Covid-19. Selon vous, cette période d'automne et d'hiver à venir, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Et s'il y aura une deuxième vague, est-ce qu'elle sera plus féroce ou moins grave? Et comment se préparer? Personne ne peut prévoir comment sera cette deuxième vague. Normalement, pour les virus, s'ils apparaissent, encore une fois, ils apparaissent moins ou plus graves? D'après ce que nous voyons actuellement, c'est que la deuxième vague, disons, cette deuxième vague est moins forte que la précédente. Mais quand même, il y a un nombre de malades qui augmente chaque jour. Comme prévention, dans les hôpitaux, même dans les hôpitaux, les médecins et les infirmiers, en rentrant le corps administratif, on leur prend la température avant de rentrer à l'hôpital pour faire leur travail. Obligatoire le port du masque. Nous avons partout des produits, des désinfectants, de l'alcool, du gel, etc., pour se laver continuellement les mains. Et c'est cela aussi que nous disons à nos enfants, à nos petits-enfants, en allant aux écoles ou bien en allant à leur travail, de se laver les mains très fréquemment, de bien se laver les mains. C'est pas que je mette un peu d'eau dans la main, je la frotte, je vais laver. Il faut laver convenablement chaque doigt seul, entre les doigts. Et puis le désinfectant s'il n'y a pas la possibilité de se laver les mains avant de manger. Et garder toujours des écarts. Oui. Une distanciation sociale entre les... Oui. Comme ça, c'est plus sûr. Au moins 1,5 mètre, 2 mètres de distance. Et le port de masque est obligatoire. Obligatoire. Je dirais aussi que les visites qui ne sont pas très importantes, vaut mieux ne pas les faire. Surtout dans les centres commerciaux, où c'est bondé, il y a beaucoup de monde là-dedans. Il y a une climatisation continuelle. L'air n'est pas changé régulièrement. Donc le risque d'infection est très grand là-dedans. Le port du masque est très important. Avec la rentrée scolaire, est-ce qu'on peut prévenir que les moins jeunes, les enfants, sont moins affectés par le Covid-19? On ne peut pas le dire. Peut-être qu'ils ont une immunité naturelle, mais le problème, c'est que s'ils apportent le virus chez eux à la maison, et à la maison, il y a des personnes âgées, une grand-mère, un grand-père, surtout s'ils sont encore malades, les uns sont diabétiques, d'autres sont cardiaques, ils sont très précaires pour cette maladie-là. Très facilement, ils peuvent avoir la contagion, et ce sont eux qui succombent, alors que les petits-enfants ne montrent presque pas de maladie. Oui. Basé sur votre expérience personnelle, Dr Maged Abdallah Skandar, comment sont les mesures prises dans les hôpitaux afin de protéger le corps médical qui traite les malades du Covid-19? Bon, pour commencer, par exemple, prenons un exemple. Quelqu'un qui vient à l'hôpital maintenant pour se faire examiner pour des yeux. Il a un problème des yeux. Il passe d'abord par une première station où un médecin général le voit qu'il n'a pas de température et il lui demande une historique médicale. Il n'y a pas de soupçon de Covid. Il le fait rentrer chez le médecin pour être examiné. Oui. S'il soupçonne qu'il a quelque chose, il passe à un autre comité. L'autre comité alors demande des examens
Oui. de laboratoire ou bien une TAC des poumons. Oui. S'il est malade ou bien s'il est vraiment suspect, il est tout de suite transféré dans un hôpital de confinement. Oui. Il ne rentre pas chez nous. Une fois qu'il est à l'intérieur, les médecins qui traitent sont tous porteurs de masques. Les infirmières, même chose. Les antiseptiques sont à la portée de tout le monde. Et est-ce que les vaccins contre la grippe saisonnière peuvent vraiment donner plus de force devant ce virus? Je ne dirais pas de force contre le Covid, mais contre le virus du vaccin. Saisonnière, oui. Hein? Nous avions chaque année des... Je ne dirais pas des épidémies, des souches, de nouvelles souches de virus, de grippe. Bon, si je prends le vaccin, je suis plus immunisé contre cette grippe. Hein? Ce qui donnerait moins de tracas pour le médecin traitant. Est-ce que c'est une grippe d'ordre général ou bien c'est le Covid? Oui. Donc, oui. Alors, dans ce contexte, l'Égypte a mis en garde contre une deuxième vague de coronavirus dans le pays à la suite d'un récent pic d'infection à l'étranger. Cet avertissement anéantit les espoirs de la fin de la pandémie après une baisse prometteuse du nombre de cas au cours de la semaine dernière. Plus de détails concernant la situation actuelle et les préventions contre une deuxième vague à travers ce commentaire. Beaucoup redoutent une deuxième vague, d'autant plus que les précautions sanitaires et les directives relatives aux masques sont ignorées. Les centres commerciaux, les cafés, les restaurants et les plages connaissent une très forte fréquentation dans tout le pays. Le conseiller présidentiel pour la santé, Mohamed Awad Taghiddine, a déclaré qu'on ne peut pas dire que nous sommes entrés dans une deuxième vague de coronavirus, parce que la vague actuelle n'est pas terminée. Selon lui, le nombre de cas avait baissé, mais on a constaté une augmentation ces derniers jours. Il a déclaré qu'une deuxième vague est attendue en raison de la baisse des températures et de la similitude de la maladie avec la grippe saisonnière. Le conseiller a ajouté que les hôpitaux d'isolement sont prêts en cas d'augmentation de cas nécessitant des soins intensifs. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, a exhorté les Égyptiens à suivre les mesures préventives. Le ministère a récemment rouvert de nombreux hôpitaux d'isolement qui avaient été fermés il y a plusieurs semaines dans le cadre d'une stratégie de lutte contre la forte augmentation du nombre des cas. Khaled Megahad a déclaré que les hôpitaux traiteraient les cas modérés et graves de coronavirus, tandis que les personnes atteintes de formes mineures de la maladie suivraient les directives d'auto-quarantaine. Il a exhorté toute personne âgée de plus de 60 ans ou souffrant de maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies cérébrovasculaires, les maladies rénales chroniques, ainsi que les femmes enceintes, à éviter les rassemblements. Nous parlons aujourd'hui des efforts déployés par l'État égyptien afin d'affronter le Covid-19 et soigner les Égyptiens, les patients qui peuvent être affectés par ce virus. Il faut là dire qu'il existait 600 hôpitaux en Égypte afin d'accueillir les malades et les soupçonnés d'avoir été affectés par le virus. Et pour mieux parler de la situation actuelle, les protocoles d'affronter ce virus et les préparatifs du corps médical, nous avons avec nous aujourd'hui Dr Meghed Abdallah Skandar, chef du département de cardiologie. Bienvenue encore une fois à notre programme. Merci, Dr Meghed. On continue avec les efforts déployés actuellement par l'État afin d'affronter le Covid-19. On a vu qu'il y a des campagnes pour mettre les Égyptiens en cours de comment se protéger contre le Covid-19. Également, on a vu qu'à travers les mois passés, on n'a pas cessé de parler des mesures de santé pour l'hygiène des Égyptiens, ce qui vraiment peut aider à mieux affronter une deuxième vague. Selon vous,
est-ce que ces campagnes ont réussi à donner une vision globale de ce virus et d'encourager ceux qui soupçonnent être infectés par le virus d'aller se soigner au lieu d'avoir peur, de craindre d'aller se soigner dans les hôpitaux? Bien sûr, sinon on n'aurait pas eu les résultats qu'on a actuellement, avec un taux de guérison de plus de 93% et un nombre si limité de patients. Oui. Donc les moyens de prévention prodigués par le gouvernement, par les ministères de la Santé, ont beaucoup aidé à localiser, à diminuer le nombre de malades et à aider les personnes saines à ne pas prendre la contagion. Les mesures préventives sont de loin plus importantes que les mesures curatives. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un traitement efficace contre le Covid. Il n'y a pas, jusqu'aujourd'hui. Disons, oui, théoriquement, il y a quelque chose, mais qui n'est pas encore commercialisé. Oui, on parle des vaccins qui sont testés actuellement, on parle également de plusieurs protocoles appliqués afin d'affronter ce virus. Selon vous, ces vaccins, quand est-ce que peuvent-ils être prêts? Et selon vous, est-ce qu'un vaccin pareil peut-il être efficace, puisqu'on parle de différences de souches chaque année? Il peut être efficace, mais toujours avec des différences de différentes souches. Disons, le virus contre la grippe, bon, on le prend chaque année. Oui. Le virus contre le vaccin contre le Covid, il se peut qu'il soit aussi la même chose et qu'on le prenne chaque année. Mais jusqu'aujourd'hui, le problème du vaccin, que les anticorps que le vaccin fait ne durent pas longtemps. Donc, l'efficacité du vaccin ne dure pas longtemps. La durée. D'accord. On espère bien qu'on va arriver à éradiquer ce virus. En attendant de le faire, je tiens à remercier notre invité, Dr Meghed Abdallah Skandar, chef du département de cardiologie. Merci bien d'être parmi nous. Merci pour ces explications. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de Direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NAL TV International. Au revoir.